quoi et tout, mais la Lune rousse, on dit que les gens sont Donc nous sommes au énervés, flanche, c'est le deuxième bobine. Comme les taches solaires. Les taches solaires aussi, il semblerait qu'elles La lune rouge, c'est quand c'est la période du gel, donc Gel. au mois de mars. Ah bon, Tu peux parce tenir qu'on dit parce qu'il y que a moi, beaucoup d'accidents, beaucoup de gens qui font des dépressions nerveuses, beaucoup de gens qui vont avoir un accident violent, comme mettons sur certains. Oui. Les lunatiques, Hein? oui, ceux qui sont... Mais ça, c'est pas de l'astrologie. La Lune ne fait pas partie de l'astrologie. Si. Voilà, non, oui et non. Enfin, la Lune n'est pas. La question, l'astrologie n'est pas uniquement l'étude physique des astres. Les astres on sait que la Lune, effectivement, le Soleil et la Lune agissent sur nous d'une manière ou d'une autre. Ça n'a rien à voir avec le phénomène de Saturne ou de Pluton, vous imaginez bien. C'est pas du tout de même ordre. Dans un cas, moi c'est ma position en tout cas, dans un cas, nous subissons l'influence de la Lune et du Soleil. Dans l'autre cas, nous instrumentons, non pas l'influence, mais les signaux de certaines planètes que nous déterminons par rapport à d'autres planètes, etc. Dans un cas, c'est quelque chose que nous subissons, et même les animaux les subissent, et même les plantes les subissent. Et d'autre cas, c'est un écosystème que nous construisons nous-mêmes. Ce sont des signaux que nous élaborons. Donc nous disons, voilà, à partir de maintenant, quand telle planète sera en conjonction avec telle étoile, eh bien, ça sera le signal qu'il faut faire certaines choses au niveau de la société, au niveau collectif, au niveau politique, etc. Mais c'est des conventions que nous nous imposons à nous-mêmes et qui finissent par devenir vraies avec le temps. Mais ça n'a aucune commune mesure avec les influences des luminaires. Ça n'a rien à voir. Alors, on revient à la question de tout à l'heure, à savoir que, je ne sais pas si vous avez suivi, enfin, je répète, est-ce que nous avons besoin de nous servir des noms que les astronomes ont donnés aux planètes, aux signes du zodiaque voilà. Est-ce que c'est utile à l'astrologie? Alors vous me répondrez forcément, mais moi je répondrai. Est-ce que ces noms sont justes? Est-ce qu'ils ont une valeur quand on leur parle? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont appropriés à la planète qu'on a donné les noms comme Saturne, Pluton? On ne sait pas, c'est complexe sa réponse, disons monsieur. C'est très difficile quoi, parce qu'on ne peut pas répondre. Je vais me mettre là. Alors, une question de méthodologie. Parce que mettons Saturne, elle a un nom. Pourquoi cette planète Pluton? Elle répond à quoi Saturne? On l'appelle Saturne parce que... Il y a des gens qui ne sont que des petits techniciens de base qui vous répondront de toute façon ça marche comme ça. Mais ça c'est pas des ingénieurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un tout petit bagage en astrologie et qui se contentent simplement de vous dire oui ça peut marcher. Non. Mais nous on essaie de prendre les choses de beaucoup plus haut. Par exemple on n'envoie pas une fusée où il n'y a pas de moteur. Le type il va dire on va envoyer la fusée, bon, il n'y a pas de moteur mais on ne sait jamais, ça va peut-être quand même marcher. Non, il faut quand même qu'il y ait un minimum de conditions qui soient remplies et surtout, comme on fait dans le domaine des protocoles scientifiques, faire attention qu'il n'y ait pas des failles ou qu'il n'y ait pas des bizarreries ou des confusions dans les signaux. Enfin, si déjà sur le tapis c'est déjà confus, c'est pas la peine d'essayer. La question, Jean-Monsieur, c'est le problème de la mythologie. Il y a deux problèmes. D'un côté, il y a le problème de la mythologie. Quelle est la fonction de la mythologie? Deuxièmement, il y a le fait que les astronomes ont puisé dans la mythologie, mais uniquement de façon très partielle. C'est-à-dire que même la mythologie en tant que système, ils l'ont décérébrée, ou les déstructurée, puisqu'ils n'ont pris que certains dieux et pas d'autres. Bon, donc déjà, on a un double problème. Est-ce que la mythologie est pertinente? Et deuxièmement, est-ce que l'image que la mythologie la mythologie telle que nous la connaissons à travers l'astronomie est pertinente? Mais par contre, je vais vous poser une question, monsieur, que vous venez d'évoquer, qui est très intéressante. Je vais vous couper, excusez-moi de vous couper, parce que là, vous parliez des dieux. Quelle représentation vous faites sur les dieux? Au niveau planète, au niveau... les dieux, ce serait... un dieu dans l'astrologie? Les dieux, ce sont des inventions. La mythologie, c'est une tentative de description du monde. Pour moi, ça n'a aucune. Vous définissez l'image de Dieu comment? Non, mais j'en ai rien à faire, moi, c'est pas mon problème. Moi, je dis simplement, il faut comprendre la mythologie. Mais de toute façon, ce que nous connaissons de la mythologie à travers l'astronomie, c'est même pas de la mythologie, c'est de la sous-mythologie, c'est de la méta-mythologie. Parce qu'ils ne prennent pas toute la mythologie. Le système mythologique, même s'il est cohérent, même si quand bien même serait-il cohérent, il n'est pas restitué par le septénaire, il n'est pas restitué par l'astronomie antique, parce qu'il n'avait que 5 planètes
à utiliser et les dieux, il y en avait beaucoup plus. Effectivement, ils en ont pris certaines et pas d'autres. Mais t'avais forcément. déjà mangé tout. Alors, ce qui vient compliquer les choses, c'est qu'aujourd'hui, en 2008, comme on a découvert de nouvelles C'est planètes, donc qui on a était puisé là dans toute la mythologie. Donc un astrologue d'aujourd'hui, il s'est dit, avez ah pas ben il n'y a pas de là-bas. problème. Non, De mais toute façon, ici. on a Oui. toute la Il y en avait. mythologie C'est les tiennes en circulation. Tu les as déjà mangés? Non. Donc les dieux qu'on n'avait pas utilisés dans l'Antiquité, on les a utilisés au 19e siècle. On a mis Uranus, on a mis Neptune, on a mis Pluton, on a mis Cérès, on a mis Vesta, etc. Donc les astrologues disent, oh, il n'y a plus de problème. Et moi je les remets au point de départ, je leur dis, attention, votre discipline au départ, elle utilisait un nombre limité de planètes et c'était complètement arbitraire. Mais c'est pas du tout pour démolir l'astrologie que je fais ça. Parce que moi j'ai dit que l'astrologie n'a pas besoin de cette mythologie pour fonctionner. C'est pas du tout la question de dire que l'astrologie n'existe pas. Attaquer la mythologie de l'astrologie, ça n'est pas attaquer l'astrologie. Ça n'est pas remettre en question l'astrologie. C'est simplement remettre en question une certaine façon de travailler en astrologie, c'est pas pareil. Mais si un jour je vous demandais tout ce que vous posez comme question, vous trouvez une réponse, est-ce qu'effectivement, pour vous, ça éclairera un peu vous continuerez à faire des recherches? Mais moi je n'ai pas de. Moi je ne me pose pas. Moi, Non, c'est moi, vous j'ai- qui- Ah, lui, vous il êtes en a toujours pas, en lui. recherche parce que... moi je pose le problème inversement. Moi je suis déjà arrivé à quelque chose et là je démolis les positions des autres. Voilà. C'est pas je démolis pas pour dire on verra bien. Je voulais savoir quoi exactement dans la... Non, je veux dégager la vraie astrologie de la fausse astrologie. Ah, voilà. La vraie astrologie de l'astrologie, de la fausse astrologie. Comme tout à l'heure vous parlez des atterrissages, des faux atterrissages ou des mises en scène. Depuis toujours, dans la littérature astrologique, déjà à la Renaissance, au Moyen-Âge, on distinguait la vraie et la fausse astrologie. C'est pas nouveau ça. Il y a toujours eu un débat sur où est la vraie, où est la fausse astrologie. C'est un débat récurrent. Mais la vraie astrologie, elle est où exactement? C'est qui le tenant de la vraie astrologie? Qui a raison? La vraie astrologie, elle est cachée par la fausse astrologie. Et voilà. Dans le fond, la question, On dit aussi astrologie savante et Pour la astrologie Lune. populaire. si on a été sur la Lune ou pas. Comment? Ouais, c'est On dit aussi astrologie le même genre de savante et question astrologie dans un populaire. autre registre. Ah, d'accord, oui. Grand public, oui. Où se situe la vérité et le mensonge, la désinformation et l'information. Très juste, Trop René d'informations Louis. tue l'information. Mais Pas est-ce que assez, pour laisse le trouver monde la vraie ignorant. astrologie, il ne faut pas se rapprocher des astrologies artisanaux qu'utilisaient nos contemporains, certainement les Égyptiens ou d'autres peuples comme ça, même les Tibétains, où ces gens-là allaient dans la spiritualité, avaient une petite dose de spiritualité et arrivaient à trouver un raisonnement là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'astrologie, elle a beaucoup changé, quoi. C'est devenu autre Mais qu'est-ce que tu chose. fais Non, mais Mais je peux pas le prendre de ça profit. va. On écoute. Oui, je vous disais, est-ce que justement la vraie astrologie, on peut la trouver dans certaines peuplades Bouge-toi. Allez-y. Oui, non, ce que je disais, je posais une question, est-ce qu'on ne peut pas trouver l'astrologie, la vraie astrologie, est-ce qu'on peut la trouver chez les Tibétains, les peuples égyptiens et d'autres, je ne sais pas. Je dis, il peut y avoir de la vraie et de la fausse aussi chez eux, Si vous peut-être. voulez, il faut détecter ce qu'on appelle des maladies. Une fois que vous avez établi des pathologies et des maladies, vous posez la question de savoir, par exemple, une des maladies les plus classiques, c'est le mimétisme. Il y a toutes sortes de mimétismes faussent beaucoup de choses. Voyez-vous. Donc, un animal qui en imite un autre, une civilisation qui en imite une autre, tout ça c'est un phénomène qu'il faut savoir. Donc un historien, c'est quand même une question d'historien, moi je suis historien. Un historien, une fois qu'il a repéré qu'il y avait un certain nombre de maladies de la mémoire, de choses qui peuvent interférer, il se pose la question de savoir si c'est le cas. Donc, une fois que vous avez identifié des maladies, vous vous demandez s'il y a une maladie à tel endroit. Bon, alors, il y a un certain nombre de maladies qui peuvent se retrouver. Une de ces maladies, c'est le mimétisme, par exemple. Le fait que l'astrologie, alors là c'est absolument énorme, que l'astrologie est complètement dans le mimétisme par rapport à l'astronomie. C'est-à-dire que dès que alors notre ami là est une victime de ça, parce qu'effectivement, une fashion victime, je dirais même, c'est-à-dire que dès que les astronomes trouvent un truc, tout de suite je vais voir ce que ça signifie en astrologie, vous voyez. Donc il y a une espèce
de connexion comme ça, de cordon ombilical entre une société et une autre société, tout ce que c'est une sorte de fétichisme à la limite, vous voyez. C'est-à-dire, tout ce que fait un tel, parce qu'on a une fascination pour lui, c'est utilisable. Même il prend telle marque de chemise, je prends la même marque de chemise. C'est du méta, ce qu'on appelle du méta. Voilà. On attache de l'importance à un détail, une chaussure, une chaussette, n'importe quoi. Du moment que ça vient de cette personne-là, c'est important. Il n'y a rien acheté. Objection de Objection. Défendez-vous. Le fétichisme est typiquement masculin. Ça, c'est les psychanalystes qui disent ça. Et pourtant, il y a des femmes astrologues qui sont à l'affût des astéroïdes. Oui. Comment expliquer ça, docteur Alban? D'abord, parce que c'est vrai que la plupart des maîtres à penser d'astrologie sont des hommes, et par conséquent les femmes parfois ne font qu'emboîter le pas aux hommes. Et deuxièmement, si le fétichisme est purement masculin, en revanche le mimétisme, il n'est pas uniquement masculin. Le phénomène de mode, les femmes sont les premières à suivre des modes, à se mettre à la mode, à suivre une coiffure à la mode, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, par exemple, je donne un autre exemple. La langue anglaise est mimétique par rapport à la langue française. Je ne sais pas si vous le savez. Les Anglais ont emprunté des milliers et des milliers de mots en français par mimétisme, parce que le français c'est la référence, ça a été pendant des siècles la référence, donc ils empruntent, ce qui fait que quand vous prenez une page de journal en anglais, vous avez 8 mots sur 10 qui sont des mots français. Ça, c'est des maladies relationnelles, donc, il faut donc détecter, il faut faire attention. Hein. Vous savez qu'il y a des parasitismes, qu'il y a des maladies qui peuvent exister. Donc on revient à la question, par exemple, pour les signes zodiacaux, vous demandez à n'importe quel astrologue ici pourquoi tel ordre des signes zodiacaux, ils n'en savent rien. Pourquoi tel ordre des maisons, ils n'en savent rien. Pourquoi tel aspect est bon et pas tel autre, pourquoi il y a un intervalle qui est bon ou pas bon, ils n'en savent rien. Et en fin de compte, ce que je disais avant que vous arriviez, Michel, voilà, Jean-Pierre Nicolas, pour nous, c'était quelqu'un dont on disait qu'il avait fait un effort spécialement. On a cité, vous êtes là qu'on a parlé de Jean-Pierre Nicolas. Vous me disiez tout à l'heure le problème des maisons. Vous pensez que même si le problème des maisons, on n'est pas sûr que ça soit crédible au niveau de la maison 10 ou maison 7 et 8. Il y a deux questions. Pas sur Effectivement. l'interprétation. Non, on n'est pas sûr du tout Moi j'ai dit tout à l'heure, c'est une checklist. C'est-à-dire que quand vous faites une checklist, par exemple, vous mettez sur un papier, je vérifie qu'on part en voyage, je vérifie qu'on a mis le gaz, qu'on a enlevé le gaz, qu'on a fait l'ordre des consignes, il est arbitraire. Voilà, donc ça vient au fur et à mesure que vous souvenez. Bon, voilà, donc il ne faut pas prendre ça au sérieux. Imaginons que quelqu'un arrive après, il voit votre liste de choses à faire attention, et il sacralise ça, il dit que c'est un savoir absolument prodigieux. Ouais. Et puis il débarque, il prend un texte que vous avez laissé, c'est la liste de tout ce que vous deviez envoyer à votre belle-mère, et puis il en fait une science extraordinaire à partir d'un truc complètement dérisoire. C'est le problème, ce qu'on appelle le problème du méta. Le méta, nous produisons chacun du méta. C'est-à-dire que même les gens les plus géniaux, ou les gens les plus sérieux font du méta. Ouais. Par exemple, même un super Einstein, il va manger ceci ou cela, il va aller vivre dans tel et tel endroit. On ne va pas dire, ah ben oui, puisqu'il le fait, c'est Einstein, et si c'est Einstein, c'est très important. Le méta, c'est tout ce que nous faisons et qui ne correspond pas au niveau de ce que nous sommes. Et moi, c'est ce que j'ai dit à monsieur tout à l'heure. J'ai dit, pour savoir certaines questions, il faut aller dans la spiritualité. Je pense qu'il faut monter dans les très hauts niveaux de spiritualité pour avoir certaines questions. Bon, on peut les avoir au niveau de l'ego, de notre ego à nous, au niveau terrestre, et vous dites le méta, bien sûr, mais je pense que pour avoir certaines vérités dans ce monde, peut-être qu'il faut aller rechercher dans d'autres couches supérieures du cerveau, parce que bon, le cerveau est un peu une bibliothèque, il y a le premier étage, puis après il y a l'étage supérieur. Là où je suis d'accord avec vous, Michel, c'est qu'effectivement, si vous arrivez déjà à faire un travail sur vous-même et à déjà vous purifier, vous aurez une relation plus cohérente avec les choses. Si inversement vous avez introduit déjà en vous-même des choses qui sont un petit peu douteuses, eh bien automatiquement vous serez moins armé pour découvrir la vérité autour de vous.
Donc il faut déjà faire un travail sur soi-même, effectivement. Oui, parce que moi j'entendais des gens qui me disaient, ils parlent du paradis et de l'enfer. Et je dis, il n'y a pas de paradis et d'enfer, c'est impossible. Pourquoi on a été vous raconter qu'il y avait le paradis et l'enfer? L'enfer il est ni là-haut, ni le paradis est là-haut. L'enfer, c'est ce que tu fais de ta vie en 5 minutes. Si tu casses une voiture ou tu vas agresser quelqu'un, c'est l'enfer pour toi en 2 minutes. Le paradis, c'est la même chose. Bon, enfin bref, dans la connaissance, comme vous dites, effectivement, je pense qu'on peut se poser des questions à un niveau matériel, on peut, avec la conscience que l'on a et tout, mais on n'arrivera peut-être pas à trouver tout ce qu'on veut, une certaine politique dans des choses, on n'arrive pas à trouver des choses, même à travers les ouvrages, sur le monde. Moi j'ai élaboré l'idée du cogito astrologique. Le cogito astrologique, sur le modèle du cogito cartésien, c'est qu'il faut essayer de se purifier, de se mettre dans l'état de l'astrologie initiale, et puis il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes, des fausses vérités qui vont s'éliminer d'elles-mêmes. Par exemple, une des choses les plus frappantes, par l'exemple du ciel, c'est que messieurs les astrologues du 2008 ne veulent pas entendre parler des étoiles fixes. Ils ont éliminé les étoiles fixes de l'astrologie. Alors, ils ont rajouté des nouvelles planètes que personne ne connaissait dans l'Antiquité. Donc, les étoiles fixes qui ont toujours été majeures dans l'Antiquité, ils les ont éliminées. C'est déjà un sacrilège absolument épouvantable. Donc, déjà là-dessus, il faudrait quand même s'insurger. Mais la vie nous abrutit souvent assez rapidement. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'abrutissement. Il y a ce que j'appelle aussi le surmoi, la surmoisation du la surmoisation. C'est-à-dire que les gens ne sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes, ils pensent qu'on leur dit de penser. Alors, comment peut-on abrutir un enfant, par exemple? Je sais comment on peut abrutir un enfant. Je sais ce qu'il faut faire pour le faire renoncer à son intelligence. En fin de compte, la plupart des gens avec qui vous parlez ne sont plus maîtres de leur intelligence. Donc ils ne peuvent plus vivre le cogito cartésien, ils n'ont plus la santé mentale pour pouvoir réfléchir correctement sur les choses. Mais vous le disiez tout à l'heure, vous avez réussi à détecter la fausse astrologie de la vraie, comme vous me parlez, la fausse astrologie de la vraie et vice-versa. Vous arrivez à détecter les deux. Oui. Ils ont une communication directe avec Dieu. Non, Dieu n'a rien à faire dans cette histoire. Au-dessus des dieux, celui qui est au-delà de la J'essaye d'être au plus près des besoins de l'homme. Les besoins de l'homme, il faut se poser la question suivante. Michel, comment vous appelez Michel? Michel. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autre nom. Les besoins de l'homme, par exemple, je dis, qu'est-ce que l'homme avait à faire avec les astres? Pourquoi les astres? Pourquoi s'intéressait-il aux astres? Qu'est-ce qu'il en attendait? Alors, là-dessus, il y a deux écoles, chers amis, Thibaut et Brun. Il y a celui qui pose la question que si le ciel allait lui tomber sur la tête ou pas. Non. Et le sens de l'observation lui a permis d'observer certaines choses avec des points de repère. Les deux écoles, c'est l'école sur laquelle justement elle est les deux écoles c'est les suivantes. Soit celles que les astres agissent à notre insu, c'est-à-dire sans qu'on le sache, sans qu'on l'ait décidé, sans qu'on l'ait voulu, et même si on ne connaît pas leur existence, à la limite. Ça c'est l'école brunienne. Et puis l'autre école, c'est les astres n'agissent que dans la mesure où on leur a donné des significations, de l'importance, et qu'on a une utilité à leur accorder. Ça, c'est une conception humaniste, anthropologique. Moi, je suis pour la conception humaniste, c'est-à-dire les astres, les hommes s'en sont servis parce qu'ils en avaient besoin pour se donner une certaine chronologie, et ils n'avaient pas besoin de tous les astres, ils n'avaient pas non plus besoin des dieux, ils avaient simplement besoin de signaux. C'est-à-dire quand vous avez une planète qui rencontre une étoile, c'est un signal. Vous n'avez pas besoin de dire que ça s'appelle Saturne ou Jupiter ou Mars, c'est un signal. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous avez plusieurs signaux. Quand vous avez un seul signal, vous avez un seul code. Par exemple, si vous dites que c'est le signal de X plus X ou Y, ça va. Maintenant, si vous utilisez 3 signaux, il va falloir savoir quel est le signal qui décide quoi. Donc, le monothéisme, justement, on parlait de Dieu, l'approche la science, moi je suis pour le monothéisme. C'est-à-dire, pour moi, il y a une seule planète il y a un seul signal. Il n'y a pas 10 signaux, lui, il est polythéisme. Moi, je suis monothéiste. Il y a un seul signal, nous n'avons besoin que d'un seul signal, qui répond par feu vert, feu rouge, si vous voulez, et puis c'est tout. Donc, je me mets à la place de l'homme, je dis quels sont ses besoins.
je dis, il n'en a pas beaucoup de besoins. Donc il n'a pas besoin de toutes les planètes, il n'a pas besoin de tous les dieux, tout ça, ça ne lui sert à rien. Il a besoin simplement d'un signal simple qui revient régulièrement, point final. Donc d'un côté, on revient à une question qui est typiquement celle des monothéistes et des païens. Dans le paganisme, c'est le polythéisme, c'est les planètes, c'est les dieux de la mythologie. Moi, je suis contre le paganisme. Les astrologues sont très souvent des païens en réalité. Oui, le païen, c'est quelqu'un qui dialogue avec les dieux. Et les dieux, par l'astrologie, nous deviennent accessibles. Ils sont à notre portée. C'est souvent plus les dieux d'un polythéisme ou d'un monothéisme où on a des dieux qui sont dangereux ou qui vont nous punir si on ne fait pas les bonnes choses. C'est les dieux qui deviennent accessibles. Donc il y a une interaction entre le dieu et l'humain. Ça devient intéressant puisque là on devient des demi-dieux, les hommes, les prométhéens. Mais est-ce que, justement, dans l'astrologie, justement, a à voir quelque chose avec les religions? Ben justement, en fonction de ta religion, tu auras une vision de l'astrologie qui va être différente. Ah bon? Ah oui. Parce que, enfin, Si on est chrétien, la religion, donc l'astrologie au niveau chrétien correspond à... là, il y a eu des... Si on est chrétien, donc l'astrologie, on va arriver à trouver la planète qui va convenir, qui va vibrer, qui va le faire vibrer. D'ailleurs, il y a des convictions personnelles et puis il y a l'astrologie. Et après, quand tu vas consulter quelqu'un, un astrologue qui va en consultation, toute la problématique c'est est-ce qu'il fait passer ses croyances personnelles à travers un discours astrologique, ou alors il fait abstraction de son histoire, de sa culture, de ses opinions, et il rentre dans l'histoire de l'autre et il devient un outil pour l'autre. Et là, c'est tout le problème des projections. Et d'où l'importance de faire déjà un travail sur soi pour vraiment être clair et pas balancer les croyances, ses propres croyances. Projection ou transgression d'interdit, parce que le poids des religions, à un certain moment, ont empêché des tas de choses. Il y a des gens qui transgressent cet interdit et qui s'autorisent des choses qui étaient interdites par la religion. Ah oui, on doit actionner là-dessus. Ah bah oui. C'est ce que je disais tout à l'heure à personne. C'est un sujet complexe quand même, pas avoir de solution légale. La question de savoir si l'astrologie est une création de l'homme, une invention de l'homme, qu'il a utilisé, une conquête de l'homme, c'est-à-dire au sens qu'on dit comme le cheval est l'homme a conquis les astres, il les a mis à son service. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est déjà structuré et pré-structuré au départ et que l'homme ne ferait que découvrir? Alors il y a beaucoup d'astrologues, finalement, je vais vous dire une chose très franchement, tout à l'heure on parlait d'une espèce de paradoxe entre d'un côté une astrologie extrêmement pratique et de l'autre côté l'idée d'une intervention divine qui déterminerait le savoir astrologique. Souvent les astrologues sont un peu comme ça, écartelés. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, leur savoir, ils ne savent pas d'où il vient, donc ils le mettent comme quelque chose de transcendantal, et en même temps ils sont souvent en train de faire des choses extrêmement pratiques, d'intervenir directement sur les choses de la vie. Et cette espèce de grand écart est en fait tout à fait typique. Parce que finalement, c'est ce que j'appelle le rejet du masculin, en fait, le rejet du masculin. C'est-à-dire que on se crée un masculin idéalisé, une espèce de masculin transcendantal, qui serait la source du savoir. Et puis en bas, il y aurait l'homme qui serait simplement capable d'appliquer, d'utiliser, etc. C'est-à-dire qu'ils ne veulent, en fin de compte, ils dépossèdent l'homme de sa capacité créative. C'est Dieu qui est créateur et l'homme serait simplement un larbin qui expliquerait, qui comprendrait la tradition. Moi je dis qu'il faut restituer à l'homme sa responsabilité dans la fabrication de l'astrologie, pour permettre ça sur le compte d'une transcendance. La plupart des astrologues finalement vivent l'astrologie sous une forme de transcendance.
Oui, vous êtes dans la transcendance quelque part. Quand on vous demande d'où vient l'astrologie, comment ça a été constitué, c'est même pas l'homme qui l'a fait. En fin de compte. L'homme n'aurait rien fait, il aurait simplement compris ce qui se passait. Est-ce que l'homme s'est fait lui-même? On peut se poser la question. Mais est-ce que vous C'est quoi le Est-ce darwinisme? que, bon, d'accord, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais est-ce que vous êtes intéressé, bon, je sais que c'est peut-être pas votre intérêt, bon, vous êtes intéressé à l'astrologie, mais est-ce que vous êtes intéressé à la planète en elle-même, comment elle s'est formée, ce qu'il y a dessus, comment on vit, des choses comme ça, non, Saturne, ça vous pas intéresse vraiment. Alors ça, c'est autre chose. Non, pas vraiment. C'est pas de l'astrologie, c'est de l'astronomie. C'est de la physique. C'est la physique, ouais. Mais la physique, c'est pour l'astrologie. C'est pas l'astrologie. Oui, mais ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut aider. Par exemple, on reprend le débat qui a été initié par Jacques Algron à propos du nom qu'on a nommé la planète, la Jupiter. Mais si on prend Jupiter, c'est la plus grosse des planètes du système. Oui, c'est ça, ouais. En plus, on parle c'est un soleil manqué. Eh bien, quand on prend un personnage typiquement jupitérien, on va prendre Louis XIV par exemple, il a un Jupiter qui est au milieu du ciel, c'est un typiquement jupitérien. C'est un roi soleil. Donc c'est un soleil. On va retrouver dans la psychologie du jupitérien des composants qui ressemblent aux composantes astronomiques. Uranus par exemple, c'est une planète qui tourne à l'envers. Et que dire il faut les choses à l'envers. Il ne faut pas les choses comme tout le monde. Je suis iranien. C'est la boîte à Pandore. Mais c'est Quand on parle des Saturnes, vous, on peut parler des Saturnes. vous dites qu'ils font les choses à l'envers, mais à quel niveau commun Eh ben, ils ont leur logique à eux. Ils vont pas. Ils sont conformistes. Voilà, Ils ne veulent pas, ils ne sont pas impliqués dans un système, ils ont de la liberté et ils ont des voilà. choses. Moi, je dirais non conformiste plutôt, parce qu'on peut dire anti, ça serait réaction A, et finalement on fait la même chose. Ils sont non conformistes. Voilà, non conformistes, ils vont faire les choses en fonction de leur point de vue à eux, et non pas en fonction de ce que l'on Les Anglais sont typiquement uraniens alors. Les Anglais sont typiquement uraniens parce qu'ils font tout. Ils l'appellent Herschel, ils sont tous les deux, ils sont les seuls à avoir Ils font tout à l'envers, les Anglais. Parce que, attendez, s'il n'y avait que des gens qui sont conformistes dans le système, il faut des non-conformistes pour faire avancer la société. Ah oui, bien il sûr. faut tout, il faut des déviants, il faut un leader, il faut des suiveurs, il faut des. etc. C'est la Pour complexité. stabiliser, pour que justement faire avancer les choses. Ici, on est une représentation d'un ensemble de choses. Il y a des déviants, il y a des gens conformistes, il y a des leaders, il y a des. Mais les déviants à quel niveau? Ouais, est-ce des que les provocateurs. déviants, au niveau. Les déviants, c'est un provocateur. C'est des déviants. Des vieux. On est tous des déviants, des Le déviants. problème, c'est que chacun se traite de déviant. Moi, il me traite de déviant, moi je le traite de déviant. Moi, je suis déviant par rapport à l'astrologie actuelle, mais lui, il est déviant par rapport à l'astrologie des origines. Donc, chacun est déviant, déviant de déviant. Enfin bon, Ah, déviant de déviant. déviant plus Ça permet déviant. de se poser des questions, même si on ne trouve pas les réponses qui nous conviennent. Bon, et moi j'ai une chose à dire. Oui, allez, vas-y. Je voudrais dire quand même que l'astrologie fonctionne dans l'immanence. Ah, je comprends que ta question est là. Pour moi, c'est évident. Il y a une immanence. Voilà, je viens faire l'astrologie et comprendre quelque chose, mais dans l'immanence. La transcendance, je ne comprends pas. Donc, surtout l'astrologie. Je ne comprends pas une transcendance astrologique. Pour moi, c'est immanent. Bon, c'est dans l'immanence. Expliquez-vous. Immanence, immanence. Oui, Quand vous dites explique-toi. que, par exemple, l'immanence, ça veut dire que vous savez d'où ça sort, vous savez que c'est l'homme qui a produit l'astrologie, qui l'a inventé. C'est pas Non, c'est quelque le chose qu'il a contraire. reçu. Non, justement, si c'est immanent, ça a toujours été là, et puis ça fonctionne avec nous, et puis c'est comme ça. Ah oui, bah oui. Alors comme les symboles, par exemple le symbole jungien, on dit que c'est un archétype universel qui a toujours existé et que, dont on va puiser à une réserve quoi, qui est universelle. Universel et immanent. Mais on Oui, nourrit parmi le nous. symbole par la réflexion et on l'enrichit au fil du temps. Parce que un symbole, il se travaille en permanence et on ajoute des choses dessus en fonction de nos convictions, de nos aperçus, de nos vécus, de nos rejets. Et il n'a pas de fin. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est le problème de le délire interprétatif.
le délire interprétatif, c'est-à-dire on prend les choses comme elles sont, et puis le délire interprétatif, C'est ça bien consiste, arrivé là. Hein. c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est-à-dire que c'est un problème très féminin, le délire interprétatif. C'est-à-dire, je ne me préoccupe pas de savoir, je me préoccupe pas de savoir, Tous les astrologues sont des féminins je délirants. me préoccupe pas de savoir Non, non, c'est pas une obligation. je ne me préoccupe pas de savoir d'où vient ce système-là, d'où ça sort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'application. Oui. Donc, j'applique ce qu'on me donne, je l'utilise au mieux, je vais l'interpréter au mieux, mais donc on ne remonte pas en amont, si vous voulez. C'est plutôt en aval. On va bien voir ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc, il y a une sorte d'indifférence à ce qu'on reçoit, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on va faire avec ce qu'on a reçu. Et ça, je vous assure qu'en disant ça, je définis vraiment à 100% la mentalité de la plupart des astrologues. Quelque part, c'est comme si on était dans un train qui roule et on est obligé de faire avec ce qu'il y a dans le wagon. Quoi, hein. Oui. Et on aurait voulu prendre ce qui est resté sur le quai de la gare, mais c'est pas possible. Bah, On continue d'avancer dans le wagon et il faut bien faire avec ce qu'on a à disposition. Non mais là je ne parlais pas de la philosophie de l'astrologie, je parlais de la philosophie des astrologues. Et que les astrologues par rapport à l'astrologie, ils acceptent le wagon astrologique en tant que savoir, ils essaient d'en tirer le mieux. Ils en disent, à l'expression, ils disent je ne sais pas ce qu'est l'astrologie, je vérifie. Donc ils se contentent simplement de vérifier. Donc ils ne savent pas revenir sur l'astrologie, savoir d'où elle vient, comment elle s'est construite, comment elle a pu être déformée. Ce qui est important, c'est au fond, voyons ce que ça donne. Bon, ça c'est il ne faut pas dire que ce soit de la très haute intelligence de raisonner comme ça. Hein. Des gens qui n'ont pas capacité à revenir sur les rouages de l'astrologie et qui se contentent simplement d'une sorte de fuite en avant en disant oh bah écoutez, on prend ce qu'on vous donne et puis on mettra un peu plus de sauce, on le préparera, on l'aménagera, on l'accommodera comme on pourra, mais on prend comme c'est. Voilà. C'est une position, disons, je dirais en termes de maître et esclave, c'est une position d'esclave. C'est une mentalité d'esclave. L'esclave accepte le monde dans lequel il est, il essaie de survivre au mieux dans ce monde, il n'a pas la capacité à le repenser. Il permet à Jacques d'être maître. Parce que nous sommes tous des esclaves. Cher maître, c'est bien cela. Non mais il est assez perspicace. Ah ben ça, il est très perspicace. Mais l'interprétation, c'est vrai que pour beaucoup de gens, alors je voudrais vous donner l'exemple. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure des modes d'abrutissement. Je vais vous donner un bon exemple d'abrutissement. Par exemple, vous avez, donc déjà, il faudrait déjà comprendre, il faudrait déjà se décider. Donc, toutes les langues ne sont pas comparables. Il y a ce qu'on appelle des langues qui ont gardé leur structure correctement et des langues qui sont hybrides. Donc déjà, on vit dans un monde, aujourd'hui on dit toutes les langues se valent, etc. Non, il y a des langues qui sont hybrides. Et un enfant qui apprend une langue hybride, ça l'abrutit. Qu'est-ce que c'est qu'une langue hybride? Une langue hybride, c'est une langue où il y a plusieurs racines, où il y a beaucoup de synonymes. Voilà, par exemple, voilà, donc il n'y a jamais le même, on ne peut pas garder le même mot sur toute la ligne sémantique. On va, par exemple, en anglais, par exemple, qui est une langue hybride, idiote par excellence, vous avez le mot end pour dire la fin, mais vous avez le verbe finish, par exemple, ou final. Donc le petit anglais, il est obligé d'apprendre à la fois le mot end, et puis à la fois le mot finish ou final. Donc il est perdu. Il se dit, bon ben, je ne comprends plus rien, je vais prendre ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'il est obligé d'accepter ce qu'on lui dit parce qu'il ne comprend pas par lui-même, puisque il ne peut pas lui-même reconstruire la langue. Donc quand on apprend une langue qu'on ne peut pas reconstruire, on s'abrutit. Et bien, on arrive à des cas comme ça. Quelqu'un qui a passé sa vie qui a désappris à reconstruire, il ne peut que se contenter de prendre ce qu'on lui donne. Quelqu'un qui est capable de reconstruire une langue et de pouvoir circuler dans la langue, eh bien lui, il a une autre exigence. C'est un problème d'exigence. En fin de compte, pour dire les choses, les astrologues ne sont pas très exigeants. Les scientifiques sont plus exigeants. Il y a une question d'exigence. Qui est exigeant? Le monde scientifique est plus exigeant que le monde des astrologues. Il se pose plus de questions et il ne laisse pas passer certaines choses. Par exemple, quand quelque chose n'est pas cohérent, il ne va pas dire c'est pas grave, on applique. Oui. C'est pas cohérent, donc hop, on arrête. Voilà, Oui. c'est toute la différence. Hein, c'est comme quand on recrute quelqu'un, vous n'allez pas recruter une espèce de fou allié en disant on va le mettre sur le boulot, on verra bien ce que ça va donner. Et pourtant, tous les scientifiques parlent anglais.
C'est-à-dire que l'anglais en question, d'abord, premièrement, c'est pas forcément leur langue d'origine, déjà. Et ce qui était grave, c'est que plutôt pour l'enfant. Après, c'est pas grave. Mais par exemple, vous prenez par exemple le mot life. Bon, en anglais, pour dire la vie, on dit life. Mais vous avez par exemple des mots comme vital ou survive qui sont d'une autre racine. Donc l'enfant, le petit anglais, s'abrutit, puisqu'il ne peut pas par lui-même circuler dans la langue. Il a besoin de demander à papa ou à maman c'est quoi le verbe qui va avec and, ou avec life, ou avec ceci, etc. Prenons notre exemple, surprise. Vous avez surprise qui vient du français prendre. Donc, mais les Anglais, ils ont take, ils n'ont pas prendre. Donc, ils sont encore obligés de jouer. Donc, le petit anglais, il apprend enterprise, surprise, il apprend to take. Donc, il est perdu. Il est perdu. Donc, l'anglais fabrique des abrutis. Le français, après, des gens plus intelligents. Parce que le français, le petit français, mine de rien, quand il apprend, par exemple, le verbe apprendre, j'apprends, je comprends, je surprends, c'est la même chose. L'anglais, il a I learn, I take, il a 3 ou 4 synonymes qui n'ont rien à voir avec entre eux pour parler de la même chose. En anglais, il est pragmatique, il est empirique. Voilà, c'est ça, c'est le champ morphosémantique. Pour parler en termes scientifiques, ça c'est un problème tout à l'heure je disais qu'il fallait être un ingénieur. Le champ morphosémantique de l'anglais est un champ complètement perturbé. C'est-à-dire que un enfant ne peut pas circuler dans une famille sémantique homogène sans avoir des mots qui n'ont rien à voir entre eux. Donc il est obligé d'apprendre empiriquement le sens des mots. Il ne peut pas par lui-même faire fonctionner son intelligence pour comprendre la langue. Donc, il est tributaire de ce qu'on va lui enseigner. Or, peut-être qu'il ne peut pas penser par lui-même. Il ne peut pas penser par lui-même, il pense à travers, c'est ce que j'appelle la création d'un surmoi. Qu'est-ce que c'est un surmoi? C'est quelque chose qu'on vous dit non, ne te fie pas à ton ressenti, on va te donner la vraie solution, la vraie signification. Voilà, ce sont des maladies, des maladies structurelles, de certain nombre de savoirs, de langue. Dans le cas de l'astrologie, on a aussi quelque chose de très hybride, effectivement. Vous êtes parti chercher à manger? On a bien dit, hein. Non mais c'est un cas. C'est un Nous cas. sommes tous Et des où ça cas. passe? Où ça passe? Mais il est assez... Ça vous intéresse? Oui, c'est un peu complexe que les gens. Vous allez venir au prochain colloque de Jacques, j'espère. Oui, on va vous inviter comme invité d'honneur. On va vous donner les papiers tout à l'heure, Michel. Oui, non, mais ce que vous dites, c'est vrai. Mais donc, C'est des métiers vous coordonnez. Non mais le problème ne se pose pas qu'on il faut élever le débat. Le problème de l'abrutissement n'est pas propre à l'astrologie. On est abruti. Il faut déjà avoir été abruti avant pour se comporter comme ça par rapport à l'astrologie. Vous n'avez qu'à regarder la plupart des folks, s'ils ont un discours comme ça, ils ont déjà été perturbés avant par ailleurs. le téléphone ou la veste? Les deux, oui les deux. Une adresse postale. Et vous... Donc effectivement, le mimétisme, je parlais de mimétisme, c'est pareil, le mimétisme c'est quoi? C'est pareil, le mimétisme, c'est vous faites quelque chose non pas parce que vous comprenez, mais parce que vous savez que l'autre le fait. Donc vous n'avez même pas besoin de faire fonctionner votre intelligence, vous le faites parce que l'autre le fait. L'autre, lui, le fait parce qu'il a des raisons de le faire, vous le faites parce que l'autre le fait. Donc déjà, vous êtes abruti aussi. Il y a des tas de facteurs d'abrutissement dans la vie. Et Ah oui. effectivement, à force de fabriquer des abrutis, vous avez des gens qui finissent par accepter n'importe quoi. Parce que tout simplement, je parlais tout à l'heure de l'esclave, parce que tout simplement, ils ont créé un espèce de surmoi absolument énorme, c'est-à-dire de choses, il faut apprendre que c'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est l'autre qui fait ça, donc c'est bien, c'est l'autre qui a dit ça, donc c'est bien, donc je le fais. Et puis j'arrive à le faire, donc ça marche. Du moment que ce que je me demande, si je vous dis par exemple, je sais pas, par exemple, je vous donne un régime alimentaire, du moment que ça ne vous rend pas complètement malade, vous dites ça marche. Donnez-moi ça. C'est qui? Vous comprenez? On va revenir sur cette expression que nous aimons tous en classe, c'est le ça marche. Ça marche.
est-ce que c'est Monsieur Brun, qui vous êtes quelqu'un d'honnête intellectuellement, est-ce que vous pensez que c'est un argument très solide de dire que ça marche quand on parle d'astrologie? Ça fonctionne, pareil. Est-ce que ça veut dire quoi ça marche? Ça veut dire que moi je dis toujours ça marche quand même. Mais vous c'est pas pareil. C'est-à-dire, ça vaut ne pas marcher. Et vous savez que généralement, quand on dit ça marche, ça veut dire ça ne devrait pas marcher mais ça marche quand même. Le résultat escompté est approchant, où ça fonctionne, donc ça peut être satisfaisant momentanément. Mais c'est pas dit que la répétition de la même chose fonctionne. Le scientifique, lui, va faire plusieurs fois la même chose pour vérifier que ça continue de fonctionner. Oui, c'est vrai que Ça peut marcher une fois et pas deux. Bon, ou trois. Ah, mais vous me surprenez, je ne pensais pas que vous aviez autant de bon sens. Non, mais c'est vrai que moi c'est contagieux. C'est contagieux. On va dire ça marche, mais on va dire ça a marché. On va pas dire que ça va marcher la prochaine fois. C'est pas vérifié dans l'absolu. Non, mais ça a marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client a accepté de payer, ce qui nous a dire que ça a marché. Ça veut dire que ce qu'on a dit à la personne, il n'a pas trouvé ça complètement délirant. Bon. Mais en fin de compte, moi je vais apporter un bémol à ce niveau-là. Je dis par exemple, plus l'astrologue dit des choses fausses, plus ça marche. Pourquoi? C'est un paradoxe. Parce que les gens, ils aiment bien qu'on leur ouvre des perspectives. Donc, par exemple, si je dis par exemple, à monsieur, par exemple, Michel, je lui dis, ah, vous savez, vous êtes un grand, qui a, par exemple, c'est une espèce de brute épaisse. Il dit, ah, vous êtes quelqu'un de timide, ou de très sensible. Est-ce qu'il va vous dire, non, c'est faux? Il va dire, tiens, mais c'est vrai, vous avez compris ma vraie nature, ce que je suis. Donc, je ne peux pas perdre, parce que soit je vous dis que vous êtes une espèce de brute, et vous savez que c'est vrai, soit je vous dis que vous êtes quelqu'un de très gentil, très timide, vous dites pourquoi pas. Donc de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, ça va passer. Ça va passer pour différentes raisons. Et puis aussi parce que l'être humain est un être extrêmement complexe, où ce qu'il n'est pas au premier regard, il l'est intérieurement, il l'est virtuellement, il l'est potentiellement. Donc, si vous ne travaillez pas sur le premier degré de manifestation, vous allez toucher au deuxième ou au troisième degré. Et donc, de toute façon, ça va marcher. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes tout. Nous sommes une totalité où tout ce qui nous concerne de l'humain nous concerne. Donc, plus vous allez dire des choses fausses, plus vous allez dire, oh, comme vous êtes profond. Donc, vous avez vraiment, plus c'est délirant ce que je dis, plus c'est profond. Parce que de toute façon, il va falloir que vous creusiez encore plus en vous pour prouver que ce que je vous ai dit est vrai. Je vais me poser une question, monsieur Jacques. Monsieur Jacques. Oui. Vous êtes astrologue vous-même? Je m'occupe, actuellement, je me suis lancé dans une nouvelle phase de pratique astrologique. Mais c'est astrologie humaniste, c'est humaniste? Non, enfin si, moi j'appelle ça l'astrologie humaniste, mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'astrologie humaniste. Parce qu'il y a des astrologies qui s'appellent l'astrologie humaniste et qui n'a absolument aucun droit à s'appeler humaniste. C'est l'astrologie de Rudyard, etc. Vous savez, je ne sais pas, par exemple, vous avez des questions un peu naïves là. C'est tout, les gens ils s'appellent comme ils veulent. S'ils veulent revendiquer ce mot humaniste, ils le font. Pour moi, une astrologie humaniste, c'est une astrologie qui est à l'échelle de l'homme. Et moi, je considère que beaucoup d'astrologues ne pratiquent pas une astrologie humaniste parce que d'abord, ils disent que l'astrologie n'est pas faite par l'homme. Donc, quand on ne sait pas l'homme qui fait l'astrologie, à mon avis, on n'est déjà plus tellement dans l'humanisme. Parce que ce qui est... Bon, alors donc, comme la plupart des astrologues considèrent comme que c'est un sacrilège de dire que l'astrologie est une fabrication de l'homme moi, je suis un darwinien, vous voyez. Je pense que je vous invite quelques minutes à réfléchir sur la théorie de l'évolution de Darwin. Comment l'être humain a évolué. Or, l'astrologie est un moment essentiel de l'évolution de l'humain. Essentiel. Je vais expliquer. Donc, je ne suis pas en train du tout de diminuer l'importance de l'astrologie. C'est-à-dire, comme disait André Breton, l'astrologie est une grande dame, dommage qu'à sa place règne une prostituée. Donc, ce n'est pas le problème de l'astrologie qui est en cause, c'est le problème d'une certaine forme déviante de l'astrologie. Est déviant de quelqu'un. Mais par conséquent, moi je vais essayer de vous exposer comment l'astrologie s'inscrit dans la théorie de Darwin de l'évolution de l'humanité. C'est intéressant parce que d'après ce que nous ont dit nos confrères, et néanmoins collègues que je ne nommerai pas, eh bien l'astrologie serait une espèce de fait qui serait même antérieure à la conscience de l'humanité. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous précéderait carrément.
en tant que certains astrologues, c'est quelque chose qui serait complètement originel, que l'homme ne ferait que tout au plus que de capter, que de comprendre, mais qu'il n'aurait absolument rien fait pour ça. Ça c'est très. Je dirais qu'il y a 90% des astrologues qui sont convaincus, hein, et ça de ce côté-là, ils sont tous plus ou moins mystiques. Il y a une mystique sous-jacente à la plupart des discours astrologiques. C'est-à-dire l'astrologie, c'est quelque chose qui est là, qui est apparu, qui dépasse complètement l'être humain, qui n'est pas du tout son œuvre, qui n'a pas du tout été pensé par les hommes, créé par les hommes. C'est quelque chose qui est d'ordre de la nature, du cosmos. Et puis les hommes, bon, ils sont impliqués là-dedans, et puis ils essayent à un moment donné de prendre conscience de ces lois. Donc ça, c'est une astrologie anti-humaniste. Alors je reviens sur Darwin. L'astrologie, à un moment donné, a été une conquête essentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'astrologie a servi. C'est extrêmement intéressant parce que l'astrologie, elle va à la fois, elle confirme la théorie darwinienne et à la fois elle l'infirme. Parce que par exemple, vous allez croire que par exemple l'être humain n'a fait que s'adapter à des choses qui se sont imposées à lui. S'il y a bien un cas où l'astrologie, où ça ne colle pas, c'est pour l'astrologie. Parce que les astres, ils ne sont pas en train de nous solliciter. Je veux dire, Saturne n'est pas en train de frapper à la porte en disant ouvrez-moi, etc. Donc c'est pas quelque chose qui s'est imposé à nous. Justement, la distance même de ces planètes empêche d'imaginer que l'homme se soit simplement contenté de gérer des problèmes qui se posaient à lui directement. Donc effectivement, l'astrologie remet en force à repenser la théorie darwinienne en fait. C'est-à-dire que la théorie darwinienne, moi je propose une nouvelle théorie darwinienne, à savoir que l'homme n'a pas évolué uniquement par adaptation, mais il a évolué par intégration et instrumentalisation de son environnement. C'est pas pareil. C'est-à-dire que, par exemple, il a su se servir de son environnement pour se complexifier, pour profiter de cet environnement. Par exemple, moi je suis convaincu par exemple que le cheval, dans le cas du cheval, donc on dit que c'est la plus belle conquête de l'homme, ce sont des hommes qui à un moment donné se sont dit tiens, on va servir des chevaux, on va les domestiquer, on va les apprivoiser et on aura plus de potentiel avec ces chevaux. C'est pas une obligation d'adaptation qui a fait que l'homme a utilisé les chevaux, les a domestiqués. C'est une volonté d'expansion, d'appropriation de l'environnement extérieur, d'utilisation de l'environnement extérieur. Et donc il s'est approprié un certain nombre d'animaux, pas d'autres. Il n'a pas domestiqué tous les animaux de la création. Il s'est approprié certaines planètes et pas d'autres, uniquement pour ses besoins. Voilà. Donc effectivement, il s'est approprié comme ça des savoirs. Bon, le savoir cosmique, ça sert à quoi? Ça sert à marquer le temps. Ça sert à marquer des phases. Voilà, c'est très important. Vous vous rendez compte l'énorme progrès qu'a représenté pour les êtres humains de se servir des astres comme des marqueurs de temps, non plus des marqueurs de temps comme le soleil et la lune au niveau du jour, du mois, etc., mais des marqueurs de temps sur des périodes de 7 ans par exemple. C'est une révolution. C'est une révolution parce que ça élargit le temps de l'être humain. On n'est plus des animaux qui vivons simplement au rythme de la lune et du soleil. Comme on le disait tout à l'heure, on est des gens qui vivons au rythme par exemple de Saturne, dans son rapport avec les étoiles, etc. Donc on a fait exploser le temps solilunaire pour arriver à un temps saturnien qui est un temps beaucoup plus long, puisque la semaine met 7 jours et on peut dire la révolution de la Lune c'est 30 jours, la révolution de Saturne c'est 30 ans. Donc on a multiplié par, on a centuplé la durée de la catégorie de temps qu'on a. Donc l'astrologie a transformé, a introduit une nouvelle durée de temps dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, c'est une révolution tout à fait importante, mais cette durée de temps, elle était obtenue avec des moyens extrêmement simples. Une seule planète suffisait. Il suffisait d'utiliser une planète comme Saturne, de créer un cadran dans la rencontre de Saturne avec 4 étoiles qui étaient réparties à peu près à égalité sur le parcours de Saturne, et puis c'était tout. On n'avait besoin ni de Mars, ni de Jupiter, ni de la Lune, ni d'Uranus, ni de Neptune. On n'avait pas besoin de ça. C'est ça le cogito. Oui, le cogito astrologique que je développe, c'est tout simplement de prendre conscience, vous êtes de monothéisme dont je parle, c'est-à-dire prendre conscience que l'astrologie peut très bien se contenter, l'astrologie a très bien pu se contenter à l'origine d'une seule planète, ayant une vitesse de révolution aussi lente que celle de Saturne, qui était, à l'époque c'était la planète la plus lente qu'on connaissait, et on a balisé ça en phase de 7 ans, et puis voilà, tout le reste c'est du superflu, tout le reste c'est du méta. Tout le reste c'est du méta. Sont arrivés les astronomes là-dessus, qui ont effectivement donné des noms aux dieux, et puis donné des noms aux signes, etc.
Par exemple, dans le système que je propose, il n'y a pas de signes zodiacaux, il n'y a que des conjonctions de planètes avec des étoiles. Le signe zodiacal comme catégorie n'existe pas. Il n'y a pas de problème de précision des équinoxes, de problème de zodiaque, machin. et Pourquoi trucs. dans le fameux débat entre les astronomes et les astrologues, non, les astronomes, eux, ne croient pas à l'astrologie telle qu'on la connaît. Eh ben, je crois que c'est pas compliqué à comprendre, d'après ce qu'on vient de vous dire. Les astronomes sont Bon, Bon, Je crois- Bon. je vais prendre congé. Oui, vous rentrez sur Clermont-Ferrand. Pas ce soir, mais je vais aller me coucher. Car demain, j'ai une longue journée. Les astronomes n'ont rien à voir avec l'astrologie, monsieur. Non, il fait plus que ça, tourner Non, il a- 29. Bien 29. Oui, mais je veux dire, dans la, Oui. Ah oui. dans la, 28 dans- et ils n'ont pas de compétences à nous dire si l'astrologie est vraie ou fausse. Parce que les faits astronomiques, on ne les met pas en question. La question est de savoir ce que l'humain a décidé de faire Il y a avec eu ses... des déviances parce qu'initialement, les astronomes étaient des astrologues. Ils s'appelaient les mathématiciens. Et c'était aussi des médecins. Ce sont des alors ça, des vous, prêtres. ça, vous véhiculez, bon, je suis déjà désolé, je ne suis pas d'accord avec cette représentation des choses, d'ailleurs nous terminerons peut-être là-dessus si vous voulez partir. Ce sont des. Vous véhiculez, je ne veux pas être méchant avec vous, monsieur. Non, non, je ne prendrai pas un Bon, perso. mais je veux dire que vous véhiculez un certain nombre de lieux communs sur l'histoire de l'astrologie qui sont extrêmement contestables et qui correspondent peut-être à ce qu'on. C'est comme tout, c'est de la méta-histoire. C'est-à-dire que c'est ce que les historiens de l'astrologie écrivaient en 1905 sur l'astrologie, mais c'est pas forcément vrai aujourd'hui. L'histoire, elle évolue. La recherche historique, elle évolue. Donc cette idée. La plupart des choses que j'entends aujourd'hui, on lisait ça déjà dans les bouquins de 1950, vous pouvez voir de 1930. Donc c'est des idées qu'il faut revoir. Cette idée comme ça, astrologie, astronomie, c'était pareil. Alors je voudrais quand même faire le point là-dessus. Premièrement, il est évident qu'en effet, sans astronomie, il n'y aurait pas eu la possibilité de choisir parmi les astres, puisque l'astronomie a découvert qu'il y avait des planètes, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des étoiles fixes. C'est déjà une découverte fondamentale. Elle avait trouvé des planètes qui bougeaient alors que les étoiles ne bougeaient pas. Donc ça, il a fallu effectivement que les astronomes s'aperçoivent qu'il y avait ces deux catégories de planètes, d'astres, ceux qui bougeaient, les errantes, les planètes, et ceux qui ne bougeaient pas, les fixes. Cette dualité est fondamentale en astronomie. Entre parenthèses, cher monsieur, les astrologues aujourd'hui l'ont oublié cette dualité. Puisqu'ils ne gèrent plus des étoiles fixes. Bon, donc déjà, il y a déjà une règle du jeu fondamentale, à savoir la dualité, l'étoile qui reste à sa place, et la planète qui passe, qui s'éloigne de l'étoile et qui la rejoint tous les temps. Bon. Ça a déjà disparu de l'astrologie moderne. C'est déjà une espèce de... C'est un truc énorme, c'est un truc qui a disparu de l'astrologie moderne. C'est-à-dire que les étoiles n'existent plus. Alors, qu'est-ce que ça a... On a remplacé ça par des divisions zodiacales qui sont complètement fictives, des divisions en 12 qui ne correspondent à rien du tout, hein, qui sur astronomiquement ne correspondent à rien, c'est de la méta-astrologie. Méta-astronomie, Les signes zodiacaux, c'est de la méta-astronomie. donc c'est pas bon alors. C'est de la méta-astronomie, c'est-à-dire que ça sert pour situer les planètes, mais ça n'a pas la réalité scientifique d'une planète, par exemple, ou d'une étoile. C'est de la méta, c'est du discours. Les astronomes l'utilisent, mais pour eux, c'est simplement un discours. D'ailleurs, ils reprochent aux astrologues de prendre leur propre. Déjà au XVIIe siècle, on disait qu'est-ce que ça peut foutre que ça s'appelle comme ça ou comme ça. Pour eux, ça s'appelle comme ça, point final. Bon. Donc, il y a déjà ça. Et en dehors de cette question que soulève M. Thibault, à savoir qu'à un moment donné, les astrologues et les astronomes étaient les mêmes personnes, je répondrais que... premièrement, je répondrais que à une certaine époque, effectivement, ça a été vrai, pas au départ, mais ça a été vrai à un certain moment. Dire la preuve en est, c'est qu'effectivement, par exemple, on voit bien à quel point l'astrologie, celle depuis 2000 ans, est marquée par l'astronomie. Effectivement, par exemple, on vient de dire que justement toute la méta-astronomie a été récupérée par l'astrologie. Ça montre bien qu'effectivement, les astronomes ont imposé leurs lois aux astrologues. Mais avant cette phase, qu'on pourrait appeler une phase ptoléméenne, où effectivement, l'astrologie s'est trouvée sous le joug de l'astronomie, et a accepté ces catégories comme étant quelque chose d'absolument certain. Il y avait une phase où les astrologues étaient complètement, une fois qu'ils avaient récupéré le savoir des astronomes, à savoir qu'il y avait des planètes et des étoiles, ils en ont fait leur propre système et ils n'avaient pas besoin des astronomes pour aller plus loin. L'astrologie a été récupérée beaucoup plus tardivement, si vous voulez.
Donc si vous voulez, l'histoire de l'astrologie, elle est très Au longue. même titre qu'elle a été récupérée par les psychologues à l'heure actuelle. Comment ça se passe? Tu peux débarrasser la Ah oui, il y a toujours des déviances et des dérives. Et voilà. Oui, c'est ça, ça a été, voilà. Je ferme. À un moment Oui, donné, fermé, madame.